Je m'appelle Francis Carter. J'avais 26 ans, lorsque j'ai signé les papiers d'adoption pour une petite fille. Une petite fille qui, selon ma propre mère, allait ruiner ma vie. J'étais célibataire. J'avais un appartement de 3 pièces, avec un berceau que j'avais monté moi-même, et une carrière dans les services de protection de l'enfance, qui me rapportait 42 000 € par an. Pas de mari. Pas de compte en banque digne de ce nom. Et aucune famille, prête à m'aider avec les couches à 3 heures du matin. Ma mère m'a dit, tu ne peux même pas t'occuper de toi-même. Mon père, lui, a ajouté, cet enfant va gâcher ta vie. Puis, le jour même où j'ai ramené ma fille de l'agence d'accueil, l'après-midi même où je l'ai tenue pour la première fois, et lui ai donné un biberon sur un canapé d'occasion, une lettre est arrivée dans ma boîte aux lettres. Elle venait de ma mère. Papier crème, avec un monogramme. Elle ne disait pas, félicitations. Mais voici ce qu'aucun d'eux ne savait. 14 ans plus tard, cette petite fille se tiendrait à un pupitre, devant 300 personnes, et lirait cette lettre à voix haute. Bienvenue à nouveau sur Histoire de drame calme. C'est un lieu où nous partageons des récits de force tranquille, de vérité familiale, et de cette forme de justice, qui n'a pas besoin d'élever la voix. Si cette histoire vous touche, laissez un commentaire ci-dessous, et assurez-vous de vous abonner. Car celle-ci, me fait encore trembler les mains. Avant Lily, avant la lettre, avant tout ça, j'étais assistante sociale. Je travaillais pour le service départemental de la protection de l'enfance, dans un bureau beige, avec des néons qui grésillaient quand il pleuvait. Mon bureau avait, en permanence, 3 piles de dossiers en carton. Une pour les cas en cours, une pour les examens en attente, et une pour les enfants auxquels je ne pouvais m'empêcher de penser, après 17 heures. J'étais doué dans mon travail. Je savais à quoi ressemblait un foyer stable, sur le papier. Je pouvais repérer un mauvais placement, de l'autre côté d'une table de conférence. J'avais rédigé 50 enquêtes sociales, avant même d'avoir 25 ans. Je connaissais le système. J'y croyais, la plupart du temps. Et je le voyais échouer, chaque semaine. J'avais aussi 24 ans, quand ma gynécologue m'a annoncé que j'avais une endométriose de stade 3. Elle l'a dit calmement. De la manière dont les médecins le font, quand la nouvelle est permanente. Elle m'a expliqué les implications. Je lui ai demandé si je pouvais encore avoir des enfants. Elle m'a répondu que c'était peu probable. Elle a ajouté, que je devrais envisager mes options, sans tarder. Je ne l'ai pas dit à mes parents, pendant 6 mois. Quand je l'ai finalement fait, lors du dîner du dimanche, entre la salade et le rôti, ma mère a posé sa fourchette et a déclaré, « Eh bien, c'est peut-être la façon dont Dieu te dit, que tu n'es pas faite pour être mère. » Elle a dit ça, comme si elle offrait une sagesse. Mon père a attrapé la corbeille de pain. Ma sœur, Stacy, a fixé son assiette. Je suis rentré chez moi ce soir-là, les fenêtres baissées, et les mains crispées sur le volant. Je n'ai pas pleuré. Je suis allé travailler le lendemain matin. J'ai ouvert un dossier en carton. À l'intérieur, se trouvait le dossier d'une nouveau-née, abandonnée à l'hôpital régional, 3 jours plus tôt. Pas de famille proche. Pas encore de placement. Je l'ai lu 2 fois. Puis, je l'ai lu une 3e fois. Quelque chose a changé. Pas bruyamment, ni de façon dramatique. Juste un tournant silencieux, comme une clé dans une serrure, que vous aviez oublié. Il m'a fallu 4 mois, pour compléter ma propre enquête sociale. Je connaissais la liste de contrôle par cœur. J'avais évalué des centaines de familles, en utilisant le même formulaire. Vérification des antécédents, déclaration financière, inspection du domicile, et 3 références personnelles. J'ai demandé à Margaret Hay, ma superviseure, d'en rédiger une. Elle a ri et a dit, « J'attendais que tu me le demandes. » Quand l'approbation est arrivée, j'ai décidé de le dire à ma famille. J'ai de nouveau choisi le dîner du dimanche. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que cette table, me semblait être le seul tribunal que ma mère respectait. J'ai attendu que tout le monde ait de la nourriture devant soi. Donna en bout de table, Richard en face de moi. Stacy, à côté de son mari, Greg, qui coupait déjà son poulet. J'ai été approuvé pour adopter, ai-je annoncé. Une petite fille, du système de placement familial. Son nom n'est pas encore choisi. Je passe à l'étape de l'apparentement, la semaine prochaine. Silence. Donna a posé sa fourchette, lentement.
De la façon dont elle le fait, quand elle veut que vous le remarquiez. Tu ne peux même pas t'occuper de toi-même, Francis. Elle a dit ça, sans élever la voix. C'était ça, le truc avec ma mère. Elle ne criait jamais. Elle parlait juste, à un volume qui faisait que toute la pièce retenait son souffle. Richard a secoué la tête. Cet enfant va gâcher ta vie. Pense à ce que tu fais à cette famille. J'ai regardé Stacy. Elle fixait sa serviette. Ce n'est pas un problème, maman. C'est un bébé. Donna s'est penchée en arrière. Qu'est-ce que je suis censé dire aux gens, à l'église? Que ma fille élève le problème de quelqu'un d'autre? Elle n'est pas le problème de quelqu'un d'autre. Si. Et tu choisis ça, au détriment de tout ce que nous avons construit. J'ai posé ma serviette sur la table, je me suis levé, et je me suis dirigé vers la porte. Personne ne m'a suivi. Le trajet de retour a duré 37 minutes. Je n'ai pas allumé la radio. Laissez-moi vous parler de ma sœur. Stacy a épousé Greg Miller, quand elle avait 23 ans. Ils avaient une maison à 25 ans, grâce à la compte que Donna et Richard leur ont donnée. 40 000 €. Un cadeau, pas un prêt. Donna s'est assurée que tout le monde à l'église le sache. Quand Stacy est tombée enceinte de son premier, Donna a organisé une baby shower, pour 40 invités. Un gâteau à 3 étages, et des décorations assorties. Elle a pleuré pendant le toast. Mon bébé va avoir un bébé, a-t-elle dit. Et tout le monde a applaudi, comme si c'était la plus belle chose qu'ils aient jamais entendue. Quand Stacy a eu son deuxième, Donna a emménagé chez eux, pendant 2 semaines, pour aider. Elle a préparé chaque repas, fait chaque lessive. Et a raconté à qui voulait l'entendre, qu'être grand-mère, était la plus grande joie de sa vie. Pour moi, une lettre. Pas une de félicitations, ni de joie. Une lettre qui disait « Ne reviens pas ». 2 semaines après ce dîner du dimanche, Stacy m'a appelé à 23 heures. Elle chuchotait, comme si elle se cachait dans un placard. Francis, je suis désolé. J'aimerais pouvoir aider, mais tu sais comment est maman. Comment est maman? Elle ne laissera pas tomber. Et si je m'en mêle, elle se retournera contre moi aussi. Donc, tu ne t'en mêles pas. Longue pause. Je ne peux tout simplement pas me mettre au milieu de ça. Tu es déjà au milieu, Stacy. Tu as toujours été au milieu. Tu as juste choisi un camp. Elle n'a rien dit. J'ai raccroché. Stacy a eu une baby shower, avec 40 invités et un gâteau à 3 étages. Moi, j'ai eu une lettre. Je ne lui en ai jamais voulu. Pas vraiment. Mais je ne l'ai jamais oublié non plus. Il y a une différence, entre le pardon et la mémoire. J'avais de la place pour les deux. Le jour où j'ai adopté Lily, c'était un jeudi de mars. Il a plu ce matin-là. Le genre de pluie régulière et silencieuse, qui donne l'impression que tout ralentit. Je portais un cardigan bleu marine, et des chaussures plates. J'avais préparé un sac à langer la veille. Je l'avais vérifié 3 fois, puis à nouveau, à 5h47 du matin, parce que je n'arrivais pas à dormir. Margaret m'a conduite. Elle a dit qu'elle ne me faisait pas confiance, au volant un jour comme celui-ci. Et elle avait probablement raison. L'agence d'accueil se trouvait dans un immeuble de bureaux reconverti, sur Prospect Street. Mur beige, et cette même lumière fluorescente grésillante, que je connaissais du travail. L'assistante sociale, une femme nommée Diana, a souri quand elle m'a vu. « Vous êtes prête ?» Je suis prête depuis 2 ans. Ils l'ont amenée, dans une couverture blanche. 3,3 kilos, des yeux marrons qui suivaient la lumière fluorescente, comme si elle l'étudiait. Elle avait un tout petit poing. Et quand je l'ai tenue, ce poing s'est enroulé autour de mon petit doigt, comme si elle avait attendu exactement cette main. J'ai signé les papiers, dans une petite pièce avec une table qui chancelait. Dossier en carton, stylo à encre bleue. Ma signature, aux pages 11, 14 et 22. Diana m'a remis les papiers de sortie. Félicitations, maman. Je ne me souviens pas si j'ai dit merci. Je crois que j'ai juste hoché la tête. Margaret a pleuré. Elle avait dit qu'elle ne le ferait pas, mais elle l'a fait. Je suis rentré à la maison, avec Lily dans un siège auto que j'avais installé, désinstallé, et réinstallé 3 fois cette semaine-là. Margaret suivait dans sa voiture,
juste au cas où. L'appartement était petit, mais propre. 2 chambres, un berceau avec un mobile que j'avais acheté dans un dépôt-vente. Des petites étoiles en bois, qui tournaient quand on les remontait. J'ai mis Lily dans le berceau. Elle a fixé les étoiles. Je l'ai fixée. Puis, j'ai vérifié la boîte aux lettres. L'enveloppe était de couleur crème, en papier épais. Le genre de papier que vous achetez, quand vous voulez que le destinataire sache que vous êtes sérieux. Un monogramme dans le coin supérieur gauche, DC. Donna Carter. Ma mère avait envoyé une lettre. Pas une carte. Une lettre. Le genre que vous envoyez, quand quelqu'un meurt. Sauf que je n'étais pas morte. J'avais juste adopté un bébé. Je l'ai porté à l'intérieur, avec Lily endormie contre ma poitrine. J'ai posé l'enveloppe sur le comptoir de la cuisine, pendant que je réchauffais un biberon. Je pouvais sentir son poids. Pas le poids physique. L'autre sorte. Je l'ai ouverte, debout. Francis, je ne peux pas soutenir cette décision. Tu es en train de gâcher ta vie. Pour l'erreur de quelqu'un d'autre. Cet enfant vient de Dieu sait où. Tu ne connais pas ses parents. Tu ne connais pas son histoire. Tu ne sais pas quel genre de problème elle apportera dans ta vie. Et tu t'attends à ce que nous fassions comme si c'était normal? Ne reviens pas à la maison. N'appelle pas. Ne l'amène pas ici. Jusqu'à ce que tu reviennes à la raison. Tu es seul. Maman. Je l'ai lu une fois. Puis, à nouveau. Puis, je l'ai pliée, et je l'ai remise dans l'enveloppe. J'ai trouvé une boîte à chaussures dans le placard. Celle d'une paire de bottes, que j'avais achetée à l'université, et que je n'avais jamais portée. J'ai mis l'enveloppe à l'intérieur. J'ai mis la boîte à chaussures, sur l'étagère du haut. Puis, j'ai nourri mon bébé. C'était plus important. Je n'ai pas pleuré cette nuit-là. J'en avais envie. Les mots pesaient dans ma poitrine, comme une pierre que je ne pouvais ni avaler, ni recracher. Mais Lily avait besoin d'un biberon à minuit, et d'un autre à 3h15. Et au moment où le soleil s'est levé, j'étais trop fatigué pour les larmes. Je me suis dit que je m'occuperais de la lettre plus tard. Plus tard, s'est transformé en 14 ans. La première année, a été la plus difficile de ma vie. Et j'avais survécu à de nombreuses années difficiles. Pas de babysitter, pas de famille qui passe avec des plats cuisinés. Pas de mère qui appelle, pour demander si le bébé a dormi toute la nuit. La crèche avait une liste d'attente de 3 mois. Je suis retourné au travail, après 8 semaines, car j'avais épuisé mon congé. Et le comté ne prolonge pas ce congé pour les parents adoptifs célibataires. Margaret a gardé Lily dans son bureau, pendant les 2 premières semaines, jusqu'à ce qu'une place se libère à la crèche communautaire, sur Elm Street. 16 € par jour, 160 € par quinzaine, que je n'avais pas vraiment. Lily avait des coliques. Pas le genre léger. Le genre qui commence à 18h, et ne s'arrête pas avant 2h du matin. J'arpentais le couloir de mon immeuble en chaussettes, la berçant contre mon épaule, fredonnant des chansons que j'inventais, parce que je ne me souvenais pas des vraies. Mon voisin du 4B a frappé à ma porte à minuit. Vous pouvez faire taire ce bébé? J'essaie, monsieur. Essayez plus fort. J'ai fermé la porte, et j'ai continué à marcher. Margaret laissait des plats surgelés sur mon paillasson, une fois par semaine. Pas de mots. Juste des Tupperware, et de la gentillesse. Noël est arrivé. Donna a organisé un dîner pour 14 personnes. Je n'en faisais pas partie. Stacy a texté « Joyeux Noël, Francis. Tu me manques. » Je n'ai pas répondu. J'ai acheté un petit sapin artificiel, au magasin à 1 €. 60 cm de haut. J'y ai mis une seule décoration, la première de Lily. Une petite cloche en argent, que Margaret nous avait offerte. Lily avait 9 mois. Elle était assise dans sa chaise haute, et fixait la cloche, comme si elle contenait tous les secrets du monde. La boîte à chaussures est restée sur l'étagère. Je ne l'ai pas ouverte. Je n'en avais pas besoin. Je pouvais la sentir là. De la même manière que vous sentez une cicatrice, sans la toucher. Familière. Permanente. La mienne. La deuxième année a été plus facile. Pas facile. Plus facile.
Lily a commencé à faire ses nuits, à 13 mois. J'ai commencé à dormir, à 13 mois et un jour. La crèche l'a transférée dans la section des tout-petits. Son éducatrice a dit qu'elle était sociable, curieuse, qu'elle pointait déjà tout du doigt, en attendant que quelqu'un le nomme. J'ai été promue assistante sociale principale. Une petite augmentation, assez pour arrêter de vérifier mon compte en banque chaque matin. J'ai trouvé une annonce de saisie, sur le site web du comté. Une petite maison sur Birchland. 2 chambres, une salle de bain, un jardin avec une clôture à remplacer. La banque en demandait 68 000 €. J'ai offert 62 000, et ils ont accepté. Margaret m'a aidé à déménager. Elle portait des cartons, pendant que je portais Lily sur ma hanche. Tu construis quelque chose, Francis. Je ne fais qu'acheter une maison. Non, tu construis quelque chose. J'ai remplacé la clôture moi-même. J'ai peint la chambre de Lily, en jaune pâle. J'ai accroché une étagère pour les livres, parce que Lily tirait déjà sur les dos des livres, chaque fois que nous allions à la bibliothèque. Son premier mot a été « maman ». Elle l'a dit à 14 mois, debout dans la cuisine, se tenant au bord du comptoir avec les 2 mains. Je faisais la vaisselle. Elle l'a dit une fois, clairement, comme si elle s'était entraînée. J'ai fermé l'eau, je l'ai prise dans mes bras, je l'ai serrée contre moi. C'est ça, ai-je dit. Je suis maman. J'ai commencé à le lui dire très tôt. Chaque soir, avant de dormir. Je t'ai choisi, Lily. Avant que tu ne puisses marcher, avant que tu ne puisses parler. Je t'ai choisi, et je te choisirai à nouveau. Elle ne comprenait pas encore les mots, mais elle comprenait la voix. Richard a envoyé une carte d'anniversaire cette année-là. Mon anniversaire, pas celui de Lily. Pas de mots à l'intérieur. Juste sa signature. Je l'ai mise dans un tiroir, et je l'ai oubliée. Certaines portes ne s'ouvrent pas. Certaines portes n'ont jamais été ouvertes. Et certaines portes, vous arrêtez simplement de frapper. Lily avait 5 ans, la première fois qu'une enseignante m'a convoqué pour une réunion. Et ce n'était pas pour un problème. Madame Wang était assise en face de moi, avec l'évaluation de lecture de Lily, étalée sur le bureau. Elle avait une expression sur son visage, que je reconnaissais du travail. Le regard que les gens ont, quand ils ont de bonnes nouvelles, mais ne savent pas trop comment le dire. Mademoiselle Carter, Lily a un niveau de lecture de CE2. Elle est en maternelle. Je sais. C'est pour ça que je vous ai convoqué. Je suis restée assise là, une seconde. Juste assise. Parce que j'avais passé 5 ans à porter le poids des gens, qui disaient que cet enfant allait gâcher ma vie. Et maintenant, une enseignante, dans une salle de classe avec des affiches de l'alphabet sur les murs, me disait que ma fille avait 3 ans d'avance. Est-ce que c'est un problème? Madame Wang a souri. C'est tout le contraire d'un problème. Lily était sociable, aussi. Elle avait des amis. Elle partageait ses crayons de couleur, sans qu'on le lui demande. Elle aidait un garçon nommé Marcus à faire ses lacets chaque matin, parce que ses doigts n'avaient pas encore compris les boucles. Elle savait qu'elle était adoptée. J'ai commencé à le lui dire à 3 ans, avec des mots qu'elle pouvait comprendre. Tu as grandi dans le ventre d'une autre maman, mais tu as grandi dans mon cœur. Un soir, en l'abordant, elle a dit, mais tu es ma vraie maman. J'ai lissé ses cheveux. Toujours. Même si j'étais dans le ventre de quelqu'un d'autre. Surtout dans ce cas. Parce que je n'ai pas eu à te choisir. J'ai eu la chance de te choisir. Elle y a réfléchi. Puis, elle a tiré la couverture jusqu'à son menton, et a dit, d'accord. On peut aller à la bibliothèque demain. Nous y allions tous les mardis. C'était notre rituel, notre seule chose sacrée. Le mardi après-midi, la section jeunesse de la bibliothèque publique de Millbrook. Une pile de livres entre nous, que nous ne pouvions pas ramener à la maison, sans un sac. Elle avait 5 ans. Elle était parfaite. Et personne dans ma famille ne l'avait jamais rencontrée. Le téléphone a sonné un mercredi soir. Lily avait 6 ans et demi. Elle coloriait à la table de la cuisine. Je préparais des spaghettis. L'identifiant de l'appelant indiquait « Maman ». Je n'avais pas vu ce mot sur mon écran, depuis 4 ans. J'ai baissé le feu, je suis allé dans le couloir, et j'ai répondu. Francis, c'est ta mère.
Je sais. J'ai réfléchi. Peut-être qu'il est temps que je la rencontre. Je me suis appuyé contre le mur, j'ai fermé les yeux. Son nom est Lily. Je sais comment elle s'appelle. Vraiment? Parce que la dernière fois que tu l'as mentionnée, tu l'as appelée l'erreur de quelqu'un d'autre. Silence. Je pense juste que je devrais peut-être la rencontrer. Mais Francis, les gens en ville ne sont pas au courant de la situation. Je pensais à un endroit privé. Le parc, peut-être. Juste nous. Un endroit privé. Oui, sans étiquette. J'ai attendu un instant. J'ai laissé le mot s'installer. Étiquette. Tu sais ce que je veux dire. Oui. Tu ne veux pas être appelée grand-mère. Je pense juste que c'est trop tôt pour tout ça. Ça fait 6 ans, maman. Exactement. C'est compliqué. J'ai regardé Lily, à travers l'entrebâillement de la porte. Elle coloriait un cheval, en violet et orange. Elle fredonnait une chanson qu'elle avait inventée, sur un chat qui vivait sur la lune. Non. Non. Lily a une grand-mère, ou elle n'en a pas. Tu fais partie de cette famille, ou tu n'en fais pas partie. Je ne te présenterai pas comme une étrangère. Elle mérite mieux que ça. La respiration de ma mère a changé. Je pouvais l'entendre. Ce son sec et tendu, qu'elle fait quand on lui dit non. Je te rappelle. Elle n'a pas rappelé, avant 3 ans. Je n'ai pas attendu près du téléphone. J'avais des spaghettis à finir, et une fille qui avait besoin de moi, pour identifier quelle nuance d'orange était la meilleure, pour la crinière d'un cheval. Apparemment, il y avait une différence. Elle était très claire là-dessus. L'épicerie. Rayon des céréales. Un mardi. J'attrapais une boîte de Cheerios, quand une femme en gilet matelassé, m'a touché le coude. Francis? Francis Carter? Je me suis retourné. Il m'a fallu une seconde. Puis, je l'ai reconnue. Barbara Nolan. L'amie de ma mère, du club de lecture de la première église baptiste. Vente de gâteaux, l'orbite de Donna. Oh, ma chérie. J'ai entendu dire que tu avais des difficultés. Est-ce que tout va bien? J'ai posé les céréales dans le chariot, lentement. Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Le sourire de Barbara a vacillé. Juste que tu avais pris plus que tu ne pouvais gérer. Que tu es bien, que tu avais du mal. Que j'avais du mal? Elle a dit, toute la situation a été très difficile. Que tu t'en sors à peine. J'ai regardé Barbara. Elle portait des boucles d'oreilles en perles, et une inquiétude qui ne lui appartenait pas. Je suis superviseur de programme, à la protection de l'enfance. Je gère une équipe de 12 personnes. Ma fille est dans le programme pour surdoués, à l'école primaire de Millbrook. Elle a un niveau de lecture de 6e, et elle vient de remporter la 2e place. Au concours de sciences de l'école. La bouche de Barbara s'est légèrement ouverte, puis refermée. Nous allons bien. Oh, a-t-elle dit. Je sais ce qu'elle a dit. Barbara a changé de pied, a ajusté la sangle de son sac à main. Eh bien, c'est bon d'entendre que tu vas bien. En effet. Je me suis retourné vers le chariot, j'ai continué mes courses. Mes mains tremblaient. Pas de colère. De la prise de conscience. Donna ne m'avait pas seulement rejeté. Elle avait raconté mon échec, à tous ceux qu'elle connaissait, depuis 6 ans. Chaque club de lecture, chaque repas paroissial, chaque fête de fin d'année. Pauvre Francis. Elle en a trop pris. Cet enfant est plus qu'elle ne peut gérer. Ma mère disait aux gens, que je m'effondrais, depuis 6 ans. Je l'ai découvert dans le rayon des céréales, un mardi. Je n'ai pas appelé Donna. Je ne l'ai pas confrontée. J'ai juste continué à construire. Projet d'arbre généalogique de 3e année. Lily a ramené la feuille de travail à la maison, un lundi. Elle avait des branches vides, étalées sur la page, comme des bras tendus vers des noms qu'elle n'avait pas. Elle s'est assise à la table de la cuisine, crayon en main. Maman, est-ce que j'ai des grands-parents? Je dessinais une assiette. Je l'ai posée. Oui. Ils habitent à environ 40 minutes d'ici. Pourquoi ne viennent-ils pas nous voir? J'ai choisi mes mots, comme je choisis les mots dans les rapports de cas. Soigneusement, précisément, sans angle vif.
Parfois, les adultes prennent des décisions qui blessent d'autres personnes. Et parfois, ils ne savent pas comment y remédier. Est-ce qu'ils ont pris une décision à mon sujet? Ils ont pris une décision à notre sujet, à toutes les deux. Lily a regardé la feuille de travail, puis moi. Est-ce qu'ils ont été méchants avec toi? Ils avaient peur, je crois. Et les gens qui ont peur, disent parfois des choses qu'ils ne peuvent pas reprendre. Elle est restée silencieuse, pendant un long moment. Puis, elle a pris son crayon, et a dessiné l'arbre généalogique. 2 branches, 2 noms. Francis. Lily. Elle a colorié l'arbre avec des crayons verts et marron, en appuyant fort. Comme elle le fait, quand elle se concentre. Voilà, a-t-elle dit. C'est notre famille. J'ai regardé l'arbre. Pas de grands-parents, pas de tantes, d'oncles ou de cousins. Juste nous. C'est notre famille, ai-je dit. Elle a eu un appoint cette nuit-là, après qu'elle se soit endormie, je suis resté dans le couloir, devant mon placard. La boîte à chaussures était sur l'étagère du haut. Au même endroit, depuis 9 ans. Je ne l'avais pas ouverte, pas déplacée. Mais j'y pensais parfois, tard dans la nuit, quand la maison était silencieuse. Et que le seul son, était la respiration de Lily, dans la chambre d'à côté. J'y pensais. Et puis, je refermais la porte du placard. Certaines choses, se conservent mieux dans le noir. La promotion est arrivée, un vendredi matin. L'administrateur du comté m'a convoqué dans son bureau et a dit, nous aimerions que vous dirigiez tout le programme. Directrice de programme, protection de l'enfance, tout le comté. Mon salaire serait de 78 000 €. Plus du double de ce que je gagnais, le jour où j'ai ramené Lily à la maison. Je superviserai 6 superviseurs, 42 assistants sociaux, et un budget d'1 million €. J'ai dit oui, avant même qu'il ait fini sa phrase. Margaret a appelé ce soir-là. Elle était à la retraite, à ce moment-là. Elle vivait dans un cottage près du lac, et cultivait des tomates, qu'elle donnait à quiconque frappait à sa porte. Je te l'avais dit, a-t-elle dit. Le jour où tu as adopté ce bébé, je te l'avais dit. Tu m'as dit que je construisais quelque chose. Et regarde ce que tu as construit. Le journal local a publié un portrait. Un petit article, en fin de journal. Directrice de programme du comté, d'assistante sociale à leader. Ils ont utilisé ma photo officielle. Celle où je suis debout devant le sceau du département, les bras le long du corps, et une expression sur le visage que Margaret appelait, tranquillement terrifiante. J'ai découpé l'article, je l'ai mis sur le réfrigérateur, à côté du certificat d'honneur de Lily. Stacy l'a vu en ligne. Elle a texté, félicitations, Francis. Pas d'émoji, pas de conversation de suivi, pas d'appel téléphonique. Juste 12 lettres et un point. Merci, ai-je répondu. 5 lettres et un point. Donna l'a vu aussi. Je le sais, parce que Barbara Nolan m'a croisé à la pharmacie et m'a dit, ta mère a mentionné l'article du journal. Elle semblait surprise. Surprise. Pas fière, pas heureuse. Surprise. Comme si elle avait attendu que j'échoue, pendant 12 ans, et ne savait pas quoi faire de l'alternative. Lily allait avoir 13 ans cet été-là. Et elle était sur le point de trouver quelque chose, que j'avais gardé pendant la moitié de sa vie. L'été avant la 4e, j'ai finalement rénové le placard principal. Lily avait 13 ans. Grande pour son âge. Des yeux marrons qui s'étaient approfondis, comme s'il collectait tout ce qu'elle voyait, et le classait. Elle a proposé de m'aider à vider les cartons, pendant que j'étais à la quincaillerie, pour acheter des équerres d'étagère. Empile juste tout dans le couloir, lui ai-je dit. Je trierai ça, à mon retour. Je suis parti 45 minutes. Embouteillage sur Birch Lane, une file d'attente à la caisse. Quand je suis rentré à la maison, le couloir était rempli de cartons. De vieux albums photos, des dossiers fiscaux de 2015, un sac de bonnets d'hiver. Et la boîte à chaussures. Elle était par terre, légèrement à gauche de l'endroit où les autres cartons étaient empilés. Le couvercle était dessus, mais incliné. Comme si quelqu'un l'avait prise, ouverte, avait regardé à l'intérieur, et l'avait reposée soigneusement. Mais pas assez soigneusement. Lily était dans la cuisine, en train de faire ses devoirs. Écouteurs dans les oreilles. Elle n'a pas levé les yeux, quand je suis passé. Merci d'avoir empilé ça.
Pas de problème. Je suis allé dans le couloir, j'ai pris la boîte à chaussures, je l'ai ouverte. L'enveloppe crème était toujours à l'intérieur, avec le monogramme d'essai. Je pouvais voir la ligne de pliure, que j'avais faite il y a 13 ans. Mais il y avait un nouveau pli. Un petit, près du coin inférieur gauche. Le genre que vous faites, quand vous tenez un morceau de papier, et que votre main se crispe. Quelqu'un l'avait lu. J'ai regardé vers la cuisine. Lily écrivait dans son cahier. Elle a effacé quelque chose, l'a réécrit. J'ai remis la boîte à chaussures sur l'étagère. La nouvelle étagère, plus haute qu'avant. Ma fille avait lu cette lettre. Elle savait ce que sa grand-mère avait écrit. Elle savait comment il l'avait appelé. L'erreur de quelqu'un d'autre. J'ai attendu qu'elle dise quelque chose. Elle ne l'a pas fait. Pas cette nuit-là, pas le lendemain, pas cette semaine-là. La boîte à chaussures est restée sur l'étagère, l'enveloppe à l'intérieur, les mots à l'intérieur de l'enveloppe. Et ma fille, les portait quelque part, où je ne pouvais pas l'atteindre. Lily était différente, après cet été-là. Pas d'une manière que l'on verrait de l'extérieur. Elle avait toujours de bonnes notes, allait toujours à la bibliothèque le mardi, riait toujours de blagues terribles, et corrigeait ma grammaire, quand je lui envoyais des textos. Mais en dessous, quelque chose avait changé. Elle posait plus de questions. Pas sur l'école ou les amis. Sur moi, sur les premières années. C'était comment, quand j'étais bébé? Tu avais peur? Terrifié, chaque jour. Mais tu n'as pas abandonné. Abandonner, n'était pas une option. Elle écrivait davantage dans un journal. Je la voyais à son bureau, tard dans la nuit, penchée sur un cahier de composition, ses cheveux tombant sur son visage. Quand je frappais, elle fermait le livre et levait les yeux, comme si de rien n'était. Juste les devoirs. Ce n'étaient pas les devoirs. Un soir d'octobre, elle faisait la vaisselle. Je lisais des dossiers, à table. Elle a fermé l'eau et a dit, sans me regarder, « Maman, si quelqu'un écrivait quelque chose de vraiment méchant sur toi, est-ce que tu voudrais que les gens le sachent ?» J'ai posé mon stylo. Ça dépend de qui l'a écrit, et pourquoi. Et si c'était quelqu'un qui était censé t'aimer? Alors, la vérité importerait plus que de la garder secrète. Elle a hoché la tête lentement, comme si elle classait la réponse. D'accord. Elle est retournée à la vaisselle. Je suis retourné à mes dossiers. Mais je n'ai pas lu un seul mot. Je suis resté là, à fixer le même paragraphe pendant 10 minutes. Je pensais à la boîte à chaussures sur l'étagère, et à l'enveloppe à l'intérieur. Et à la question de ma fille. Elle m'avait demandé, si la vérité importait plus que de garder des secrets. J'avais dit oui. Je ne savais pas qu'elle prenait des notes. La 4e a commencé, 2 semaines plus tard. Ses professeurs ont dit, quelle était l'élève la plus brillante, qu'ils aient vue en une décennie. Personne n'a été surpris, quand ils ont prédit qu'elle serait major de promotion. Si quelqu'un dans votre famille vous a déjà dit que vous ne pouviez pas faire quelque chose, et que vous l'avez fait quand même, laissez un commentaire ci-dessous. Dites-moi ce qu'ils ont dit, et comment vous leur avez prouvé le contraire. Et si cette histoire vous touche de près, assurez-vous de vous abonner. Parce que ce qui se passe à la remise des diplômes de Lily, je ne peux toujours pas en parler, sans que mes mains ne tremblent. La 4e, a été l'année de Lily. En octobre, elle a remporté le concours régional de sciences, avec un projet sur la filtration de l'eau, à l'aide de matériaux recyclés. J'ai pris ma journée, pour la voir. Elle s'est tenue devant 3 juges, et a expliqué les taux d'absorption des polymères, comme si elle donnait un cours. Un des juges a demandé où elle avait appris ça. Elle a répondu, à la bibliothèque, le mardi. En décembre, le principal Owens m'a appelé au travail. Madame Carter, Lily est notre future major de promotion. Elle prononcera le discours de fin d'année, en juin. C'est mademoiselle. Et oui, elle le fera. Je suis resté à mon bureau, après l'appel, et j'ai regardé le dossier en carton devant moi. J'ai pensé au jour où j'ai signé les papiers d'adoption de Lily, dans une pièce avec une table chancelante, et une assistante sociale nommée Diana. J'ai pensé à l'assistante sociale qui a dit « Félicitations, maman ». 14 ans. D'un dossier en carton, à un discours de fin d'année. Ce soir-là, Lily est rentrée à la maison, et a posé son sac à dos près de la porte. Elle avait ce regard. Celui qu'elle a,
quand elle a déjà pris une décision, et qu'elle attend juste le bon moment, pour l'annoncer. Je veux écrire mon propre discours. Est-ce que je peux? Bien sûr. C'est ton moment. Je sais déjà ce que je veux dire. La façon dont elle l'a dit. Certaine. Silencieuse. Le genre de certitude qui vient, de porter quelque chose pendant longtemps, et de savoir enfin quoi en faire. J'aurais dû demander. J'aurais dû dire, qu'est-ce que tu veux dire? J'aurais dû m'asseoir avec elle, et en discuter. Mais je ne l'ai pas fait. Parce que je lui faisais confiance. Parce qu'elle avait gagné cette confiance, chaque jour, pendant 14 ans. Alors, dis-le, lui ai-je dit. Elle a souri. Pas son sourire habituel. Quelque chose de plus profond. Quelque chose qui avait un plan derrière. Je ne l'ai pas compris à ce moment-là. J'ai appelé Donna en mars. Je suis resté assise sur le bord de mon lit, pendant 20 minutes avant de composer le numéro. Le numéro était toujours dans mon téléphone. Je ne l'avais jamais supprimé. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être pour la même raison, que j'ai gardé la lettre. Ça a sonné 4 fois. Allô. Sa voix, la même. Un peu plus âgée, un peu plus fine. Mais la même cadence. La même façon de répondre au téléphone, comme si elle vous faisait une faveur. Maman, c'est Francis. Une pause. Francis. Lily termine sa 4e en juin. Elle est major de promotion. Elle prononce le discours de fin d'année. Silence, puis, major de promotion. Oui. Eh bien, c'est impressionnant, a-t-elle dit. Impressionnant. De la même manière que vous dites, intéressant, quand vous voulez dire toute autre chose. Le 14 juin, à 14 heures, au collège Jefferson. Nous serons là, a-t-elle dit rapidement. Trop rapidement. Comme si elle avait déjà commencé à planifier quoi porter. J'ai raccroché, j'ai fixé le mur. Je ne faisais pas ça pour eux. Je ne le faisais pas pour la réconciliation, ni pour le pardon. Ni dans l'espoir que ma mère dirait enfin qu'elle avait eu tort. Je le faisais, parce que Lily méritait de voir à quoi ressemble un auditorium plein. Et parce qu'une partie de moi, celle qui passait encore parfois devant leur maison sans s'arrêter, voulait qu'ils voient ce qu'ils avaient manqué. J'ai dit à Lily ce soir-là, j'ai invité tes grands-parents, à la remise des diplômes. Elle était à son bureau. Elle s'est retournée, lentement. Bien. Il devrait venir. Elle l'a dit, de la même manière qu'un procureur dit, veuillez vous présenter à la barre. Calme, mesuré, comme si le résultat était déjà décidé. J'ai remarqué l'accentuation. La façon dont elle a dit, devrait, pas, pourrait. Mais je ne l'ai pas remise en question. J'étais sa mère, pas son éditrice. Ça te va? Ça me va. Elle s'est retournée vers son bureau, a fermé son cahier. Je suis resté dans l'embrasure de la porte, un moment de plus que nécessaire. Donna s'est préparée pour cette remise de diplôme, comme si elle se préparait pour un événement de campagne. Je l'ai appris par Stacy, qui m'a appelé pour la première fois en des mois. Non pas pour parler de l'invitation. Pour m'avertir. Maman est bizarre, à ce sujet. Elle dit à tout le monde qu'elle renoue avec toi. Ce n'est pas le cas. Je sais. Mais elle a acheté une nouvelle robe. Elle a dit à son club de lecture, que sa petite fille était major de promotion. Elle a utilisé le mot petite fille, Francis. Elle n'a pas utilisé ce mot, en 14 ans. J'ai laissé ça s'installer. Elle agit comme si elle avait toujours été impliquée, a dit Stacy. Ce n'est pas le cas. Je sais. Silence. Le genre familier. Tu viens, ai-je demandé. Les enfants ont du foot ce jour-là. C'est un samedi. Je sais. Ils ont un tournoi. J'ai failli rire. Stacy trouvait des excuses, depuis 14 ans. Le tournoi de foot, n'était que le dernier en date. Elle avait toute une bibliothèque de raisons, pour ne pas se montrer. Les enfants étaient malades. La route était trop longue. Greg avait des projets. Le temps était mauvais. Je comprends, Stacy. Je suis désolé, Francis. Je sais. J'ai raccroché. Je n'étais pas en colère. J'étais au-delà de ça. La colère,
nécessite des attentes. Et j'avais cessé d'attendre quoi que ce soit de ma sœur, il y a longtemps. La semaine suivante, Barbara Nolan m'a arrêté à la poste. Ta mère est si excitée, pour la remise des diplômes. Elle l'a dit à tout le club de lecture. Ah, bon? Elle a dit que Lily tenait du côté Carter. Intelligente comme tout. J'ai regardé Barbara. Elle rayonnait, comme si elle apportait de bonnes nouvelles. Comme si le fait que Donna s'attribue le mérite d'une petite fille, qu'elle avait autrefois appelée l'erreur de quelqu'un d'autre, était quelque chose à célébrer. Ma mère a acheté une nouvelle robe, pour la remise des diplômes d'une enfant qu'elle a refusé de rencontrer, pendant 6 ans. La robe était lavande. Elle la porterait comme une armure. Lily a travaillé sur son discours, tous les soirs pendant 3 semaines. Elle s'asseyait à son bureau, la porte fermée, et un cahier de composition ouvert devant elle. Parfois, je l'entendais lire à voix haute. Pas pour répéter. Juste pour tester les mots, vérifier le rythme. Elle avait mon habitude, de lire les choses importantes à voix haute, pour entendre comment elles sonnaient. J'ai frappé un soir. Besoin d'aide? J'ai écrit quelques discours pour le travail. Elle a ouvert la porte à moitié. Non, maman. Celui-ci est à moi. D'accord. J'ai respecté ça. Elle avait 14 ans. Son moment, ses mots. Je l'avais élevée, pour qu'elle assume les choses qu'elle disait. Et je n'allais pas saper ça, en la surveillant. Mais j'ai remarqué des choses. Elle avait parcouru de vieux albums photos. Ceux de sa première année. Les flous, que j'avais pris avec un appareil photo bon marché, parce que je ne pouvais rien me permettre de mieux. Lily dans le berceau. Lily sur une couverture dans le jardin. Le premier mardi à la bibliothèque de Lily. Elle posait des questions au dîner. De manière décontractée. Presque trop décontractée. C'était comment, la famille d'accueil? Petite, propre. Ils ont bien pris soin de toi. Quel âge avais-je, quand tu m'as tenu pour la première fois? 3 jours. Est-ce que quelqu'un t'a aidé? Genre, au début. Margaret. C'était la seule. Lily hochait la tête, écrivait quelque chose sur sa serviette, la pliait dans sa poche. Une nuit, je suis passé devant sa chambre, en allant me coucher. La porte était entr'ouverte. Elle était à son bureau, et dans sa main, quelque chose de couleur crème. Une enveloppe. Je connaissais cette enveloppe. Je connaissais ce monogramme. D'essai, j'ai continué à marcher. Mon estomac s'est noué. Mes pieds, non. Je suis resté allongé dans mon lit cette nuit-là, à fixer le ventilateur de plafond, qui tournait en rond. Ma fille avait la lettre. Elle mettait quelque chose en place. Et j'allais la laisser faire. Parce que, quoi qu'elle allait en faire, elle avait gagné ce droit. 14 juin. 28 degrés à midi. J'ai repassé la robe blanche de Lily, à la table de la cuisine, pendant qu'elle mangeait des pancakes. Elle était calme. D'un calme déconcertant. Elle mangeait, comme si c'était un jour comme un autre. Un pancake, 2 cuillères à soupe de sirop, un verre de jus d'orange. Nerveuse? Non. Elle s'est essuyée la bouche avec une serviette. Je sais exactement ce que je vais dire. J'ai aplati le fer sur le col. De la vapeur s'est élevée. Je l'ai regardé à travers. Bien. Nous avons conduit jusqu'au collège Jefferson, dans ma Honda. Le parking était déjà plein. J'ai trouvé une place, près du fond, à côté d'un monospace avec des ballons attachés à l'antenne. Je pouvais voir l'entrée. Des portes doubles, maintenues ouvertes, parce que la climatisation ne pouvait pas gérer 300 corps en juin. Puis, j'ai vu la berline argentée. La voiture de ma mère. Garée au 2e rang, aussi près que possible de l'entrée. J'ai coupé le moteur, je suis resté assise un moment. Ils sont là, a dit Lily. Pas une question. Ils sont là. Lily a ajusté sa toque, dans le miroir du pare-soleil, a lissé sa toge, a vérifié sa poche. Un petit mouvement rapide. Comme pour confirmer qu'un portefeuille est toujours là. Je l'ai vu. Le contour de l'enveloppe, dans la poche de sa toge. Elle m'a surprise en train de la regarder, a soutenu mon regard. Yeux marrons. Ma fille. 14 ans de ma vie,
me regardant avec une certitude que je ne lui avais jamais apprise. Parce qu'elle l'avait construite elle-même. Prête, maman? Prête. Nous sommes entrés ensemble. Margaret était déjà là. 3e rang, au centre. Elle me gardait une place. Elle portait un chemisier corail, et un sourire qui disait qu'elle avait libéré tout son calendrier, pour ça. Je ne manquerai ça pour rien au monde, a-t-elle dit. Lily a disparu en coulisses. Toque sur la tête, toge repassée, enveloppe crème dans sa poche. Je me suis assise, j'ai croisé les mains, et j'ai attendu. Quoi qu'il soit sur le point de se passer. Ils sont entrés, comme s'ils possédaient le bâtiment. Donna d'abord. Robe lavande, coiffure impeccable, fraîche du salon. Le genre de brushing qu'elle ne se fait que pour Pâques, et la veille de Noël. Boucle d'oreilles en perles, celle qu'elle porte toujours, quand elle veut que les gens la remarquent. Richard derrière elle, dans un blazer bleu marine et un pantalon kaki. Plis impeccables, chaussures neuves. Ils ont descendu l'allée centrale, jusqu'au 1er rang. Pas le 3e rang, pas le milieu. Le premier. Donna a fait un signe de la main à quelques personnes qu'elle reconnaissait. Des connaissances de l'église, peut-être, ou de vieux voisins. Elle s'est déplacée à travers la foule, comme elle le fait toujours. Menton relevé, sourire aux lèvres. Comme si elle était l'hôtesse, et que tous les autres étaient ses invités. Ils se sont assis. 1er rang, côté gauche, à 3 chaises de l'allée. Margaret s'est penchée vers moi. Ce sont tes parents? En théorie. Donna s'est retournée, et a balayé les rangs du regard. Elle m'a trouvé, au 3e. Nos yeux se sont croisés. Elle m'a fait un signe de tête sec. Pas un signe de la main. Pas un sourire. Un signe de tête. Le genre que vous faites à quelqu'un que vous reconnaissez, mais que vous ne saluez pas. Richard a levé la main à mi-chemin. Un petit signe. Puis, l'a laissé tomber. Donna s'est penchée vers la femme assise à côté d'elle, quelqu'un que je ne reconnaissais pas, et a dit, assez fort pour que 3 rangées l'entendent, notre petite fille est la major de promotion. Notre petite fille? Elle a utilisé le mot « notre », comme si elle en avait acheté une part. J'ai senti la main de Margaret sur mon bras. Stable, chaude. La cérémonie a commencé. Le principal Owens a souhaité la bienvenue à tout le monde. L'hymne national. Un étudiant a joué du violon. Quelque chose de classique, qui a résonné contre les murs du gymnase. Des prix ont été remis. Des noms ont été appelés. Les parents ont applaudi. Les flashs des téléphones ont crépité. Et puis, le principal Owens s'est approché du micro et a dit, « J'aimerais maintenant vous présenter notre major de promotion, Lily Carter. » L'auditorium s'est agité. Donna s'est redressée. J'ai arrêté de respirer. Lily s'est dirigée vers le pupitre, comme si elle entrait dans une salle d'audience. Toque et toge, le dos droit. Sa robe blanche, visible sous la toge de remise des diplômes. Le col plat, exactement comme je l'avais repassé ce matin-là. Elle portait une seule feuille de papier, et l'enveloppe crème. Elle les a posées sur le pupitre, a ajusté le micro vers le bas. Elle mesurait 1,57 mètres, et l'orateur précédent était un professeur qui mesurait 1,83 m. Elle a regardé l'auditorium. Des yeux marrons, balayant 300 visages. Elle m'a trouvé en premier. 3e rang, au centre. Et elle a souri. Un petit sourire, privé. Le genre de sourire qui n'est pas pour un public. Juste pour une personne. Puis, elle a trouvé Donna. 1er rang, côté gauche. Elle a soutenu le regard une seconde de plus. Pas hostile, pas chaleureux. Juste stable. Comme si elle confirmait quelque chose. Bonjour. Je m'appelle Lily Carter. J'ai 14 ans, et je veux parler de la famille. Sa voix était claire. Pas de tremblement, pas de trac. Elle avait l'air de quelqu'un qui attendait de dire ça depuis très, très longtemps. Elle a remercié ses professeurs. Elle a remercié ses amis. Elle a remercié le principal Owens, le conseil scolaire, et le concierge qui déverrouillait toujours le laboratoire de sciences en avance, pour qu'elle puisse faire des expériences avant la première heure. Puis, elle a fait une pause, a mis de côté la seule feuille de papier. Mais il y a une personne que je dois remercier, plus que quiconque.
J'ai senti ma gorge se serrer. Je pensais savoir ce qui allait arriver. Je ne savais pas. Ma mère m'a adopté, alors qu'elle était en famille d'accueil, à l'âge de 26 ans. Célibataire. Sans soutien familial. Sans mari, sans économie. Elle a signé les papiers, dans une pièce avec une table chancelante, un dossier en carton, et une assistante sociale qui a dit « Félicitations. Maman ». L'auditorium était silencieux. Ce n'était pas un discours de major de promotion typique. Quoi que vous fassiez en ce moment, mettez-le en pause. C'est la partie que j'ai besoin que vous entendiez. Si un parent, un frère ou une sœur, ou quiconque était censé vous soutenir, vous a déjà dit que vous n'étiez pas assez, restez ici. Parce que Lily est sur le point de dire ce que beaucoup d'entre nous ont souhaité pouvoir dire toute leur vie. Restez avec moi. Lily a continué. Sa voix n'a pas faibli. Ma mère travaillait 50 heures par semaine pour le comté. Elle m'a conduite à chaque concours de sciences, chaque club de lecture, chaque rendez-vous chez le médecin. Elle me lisait des histoires tous les soirs. Jusqu'à ce que je sois assez grande pour lui en lire. Elle préparait des œufs brouillés tous les matins, et mettait un mot dans mon déjeuner, que je garde encore dans le tiroir de mon bureau. Je n'étais pas au courant pour les mots. Je ne savais pas qu'elle les gardait. Elle a fait tout ça, seule. Parce que sa famille a choisi de ne pas l'aider. Ce mot, choisi, a atterri comme une pierre, jetée dans un étang calme. Je pouvais sentir l'onde se propager dans la pièce. Donna s'est agitée sur son siège. Richard fixait ses mains. Je me suis longtemps demandé pourquoi je n'avais pas de grands-parents. Pourquoi il n'y avait pas de carte d'anniversaire. Pourquoi il n'y avait personne à Noël, à part moi, maman, et un sapin d'1 € de 60 centimètres. Les gens dans le public se sont penchés en avant. Une femme au 2e rang a mis sa main sur sa bouche. L'année dernière, j'ai trouvé la réponse. Lily a sorti de la poche de sa toge, lentement, délibérément, l'enveloppe crème. J'ai vu le monogramme « Décès ». Sous les lumières du gymnase, les lettres en relief ont capté le reflet des néons. Ma fille tenait cette enveloppe, comme je l'avais tenue il y a 14 ans. À 2 mains. Comme si elle pesait plus que du papier. Ma grand-mère a écrit une lettre à ma mère, le jour où elle m'a adopté. Le visage de Donna est devenu blanc. Pas pâle, blanc. La couleur a quitté ses joues, comme si on avait tiré un bouchon. J'aimerais vous la lire. L'auditorium était si silencieux, que je pouvais entendre le bourdonnement du climatiseur, derrière le mur du fond. 300 personnes, pas un seul son. Lily a déplié la lettre. Ses mains étaient stables. C'est la première chose que j'ai remarquée. Ma fille se tenait à ce pupitre, avec une lettre vieille de 14 ans dans ses mains, et ses doigts ne tremblaient pas, « Cher Francis », a-t-elle lu. De la manière dont vous lisez un témoignage. Clair, mesuré. Laissant les mots porter leur propre poids. Je ne peux pas soutenir cette décision. 300 personnes ont entendu l'écriture de ma mère. Chaque syllabe, chaque mot soigneusement choisi, que Donna avait écrit à sa table de cuisine, sur ce papier crème qu'elle avait commandé sur catalogue en 1998. Tu es en train de gâcher ta vie, pour l'erreur de quelqu'un d'autre. Un halètement, quelque part derrière moi. Une femme. Je ne me suis pas retourné. Cet enfant vient de Dieu sait où. Cet enfant. Ma fille, debout au pupitre. Yeux marrons. Major de promotion. Tu ne connais pas ses parents. Tu ne connais pas son histoire. Tu ne sais pas quel genre de problème elle apportera dans ta vie. Donna a agrippé la coudoir de sa chaise. Je pouvais voir ses jointures, depuis le 3e rang. Blanches, serrées. Sa mâchoire était crispée. Richard était assis à côté d'elle, comme une statue. Figé. Fixant droit devant lui, ne voyant rien. Et tu t'attends à ce que nous fassions comme si c'était normal? Lily a fait une pause. Elle a regardé la lettre. Elle a regardé le 1er rang. Elle a regardé Donna. Ne reviens pas à la maison. N'appelle pas. Ne l'amène pas ici. Jusqu'à ce que tu reviennes à la raison, tu es seul. Elle a laissé la dernière ligne s'installer. Elle a rempli la pièce, de la même manière que la fumée remplit une maison. Lentement, puis partout. C'était signé. Maman. Silence. Un silence total,
absolu, de gymnase. Le genre de silence où vous pouvez entendre une chaise grincer, une respiration se couper, et l'horloge sur le mur, faire tic-tac une fois, 2 fois, 3 fois, avant que quiconque ne bouge. La main de Margaret a trouvé la mienne. Elle a serré. Je pouvais la sentir trembler. Je pleurais. Je ne savais pas quand j'avais commencé. Les larmes étaient juste là. Sur mon visage, sur mes mains, sur le programme que je tenais, qui était maintenant froissé dans mon poing. Ma fille. Mon choix. Ma petite. Elle s'est tenue sur cette scène, et a brandi chaque mot que ma mère avait toujours voulu cacher. Lily a plié la lettre. Lentement. Elle l'a remise dans l'enveloppe, et l'a tenue à son côté. Cette lettre a été écrite il y a 14 ans, à mon sujet. Au sujet d'un bébé que quelqu'un a appelé l'erreur de quelqu'un d'autre. Elle a laissé la phrase en suspens. 300 personnes la retenant avec elle. Ce bébé a obtenu son diplôme, en tête de sa classe, aujourd'hui. Elle a fait une pause, m'a regardé. Ma mère ne m'a jamais parlé de cette lettre. Elle l'a gardée dans une boîte à chaussures, sur l'étagère du haut de son placard. Parce qu'elle ne jette rien. Elle garde tout ce qui compte. Un temps. Y compris moi. J'ai entendu quelqu'un derrière moi, commencer à pleurer. Pas fort. Juste un son. Un son brut. Le genre qui vient de la reconnaissance. Elle ne m'a pas adopté pour prouver quelque chose. Elle ne m'a pas adopté pour faire une déclaration, ou pour gagner une dispute, ou pour montrer à quiconque qu'ils avaient tort. Elle m'a adopté, parce qu'elle croyait que je méritais une chance. Et elle m'en a donné une. Chaque jour. Pendant 14 ans, elle m'en a donné une. La voix de Lily s'est légèrement brisée. La première fissure, en 20 minutes. Elle s'est reprise. Alors, à ma mère, Francis Carter, merci de m'avoir choisi, quand personne d'autre ne l'a fait. De m'avoir gardé, quand il aurait été plus facile de les écouter. D'avoir construit une famille, avec juste nous deux, un sapin de Noël de 60 cm, des mardis à la bibliothèque. Et des œufs brouillés tous les matins. Tu étais assez. Tu as toujours été assez. Les applaudissements ont commencé au dernier rang. Une seule personne s'est levée, puis 2, puis 10. Ça a avancé comme une vague. Les professeurs se sont levés, les parents se sont levés, les étudiants ont retiré leur toque pour applaudir. Margaret était debout, avant quiconque dans notre rang. Elle pleurait ouvertement, et se fichait de qui la voyait. Je ne pouvais pas bouger. Je suis resté assise là, les mains sur mes genoux, les larmes coulant sur mon visage. Et le son de 300 personnes, disant à ma fille qu'elle avait raison. Les applaudissements n'étaient pas terminés, quand Donna s'est levée. Sa chaise a raclé le sol. Des pieds en métal sur du linoléum. Ce son, sec, soudain, a traversé les applaudissements comme un couteau à travers du papier. Elle a attrapé son sac à main. N'a pas regardé à gauche, n'a pas regardé à droite. N'a pas regardé la scène, où sa petite fille était toujours debout. Richard a suivi. Il suivait toujours. Il s'est levé 2 secondes après elle, a ajusté son blazer, et a marché derrière elle. De la même manière qu'il avait marché derrière elle, pendant 40 ans. Ils ont descendu l'allée centrale. La même allée qu'ils avaient empruntée 90 minutes plus tôt. Faisant des signes de la main aux gens, s'attribuant le mérite, disant aux étrangers que leur petite fille était la majeure de promotion. Les gens les ont regardés partir. Certains se sont retournés vers Lily. Certains ont regardé la robe lavande, disparaître par les portes doubles. Certains ont simplement fixé les chaises vides, au premier rang. 2 sièges encore chauds, avec des programmes laissés sur les coussins. Lily les a regardés partir, depuis le pupitre. Elle n'a pas bronché. Elle n'a pas crié. Elle a tenu l'enveloppe crème à son côté, et a regardé ses grands-parents, s'éloigner d'elle pour la 2e fois de sa vie. La première fois, elle avait 3 jours, et ne pouvait pas s'en souvenir. Cette fois, elle se souviendrait de tout. Mes parents sont partis avant les applaudissements. Le principal Owen s'est approché du micro, après un temps de silence qui a semblé durer 1 heure, mais qui n'a probablement duré que 5 secondes. Merci, Lily. C'était extraordinaire. Les applaudissements sont revenus, plus forts qu'avant. Les gens qui s'étaient assis, se sont relevés.
Quelqu'un a sifflé. Une professeure au deuxième rang s'est essuyé les yeux avec la manche de son chemisier. Lily s'est éloignée du pupitre. Elle tremblait maintenant, juste un peu. L'adrénaline qui se libérait. Elle est allée en coulisses, la toque inclinée, la toche flottant, et l'enveloppe crème toujours à la main. Je me suis levé. Margaret a lâché mon bras. Vas-y, a-t-elle dit. Va retrouver ta fille. Je l'ai trouvée en coulisses, entre une table pliante et un portant de toche de rechange. Elle m'a vu, et a couru. Toque de travers, toche flottant. Elle m'a percuté à pleine vitesse. 14 ans, et encore assez petite pour se glisser sous mon menton. Je l'ai rattrapée. Je l'ai tenue. J'ai pressé mon visage contre le sommet de sa tête, et j'ai respiré l'odeur du shampoing qu'elle avait utilisé ce matin-là. Celui qui sent la pomme verte. Tu es en colère, a-t-elle chuchoté. Non. Je l'ai trouvé l'été dernier, dans la boîte à chaussures, quand on nettoyait le placard. Je sais. Tu savais? J'ai vu que la boîte avait été déplacée. Elle s'est reculée, m'a regardé. Yeux marrons. Les mêmes yeux marrons, que j'avais vus il y a 14 ans, dans une couverture, dans un bureau d'agence d'accueil. Pourquoi l'as-tu gardée? Parce qu'elle me rappelait pourquoi je ne pouvais pas faire marche arrière. Et pourquoi je devais continuer à avancer. C'était trop, de la lire là-haut? J'ai tenu son visage entre mes deux mains. Cette lettre était aussi la tienne, Lily. Elle l'a écrite à notre sujet, à toutes les deux. Elle a hoché la tête, a dégluti difficilement, puis a de nouveau enfoui son visage dans mon épaule. Margaret est apparue au coin, les yeux rouges, souriante. C'était le meilleur discours de remise de diplôme que j'ai entendu en 30 ans d'éducation. Et je n'exagère pas, d'autres parents sont venus. Poignée de main, étreinte. Un père, avec des larmes dans sa barbe, m'a serré la main et a dit « Votre fille est remarquable ». Je sais, ai-je répondu. Lily avait toujours l'enveloppe crème à la main. Elle ne l'a pas lâchée, de tout ce temps. Le téléphone a sonné à 19h43 ce soir-là. Le numéro de Donna. Je l'ai laissé aller à la messagerie vocale. Son message a duré 1 minute et 12 secondes. Je l'ai écouté une fois, debout dans la cuisine, pendant que Lily était sous la douche. Elle n'était pas désolée. Elle était furieuse. Comment as-tu pu la laisser faire ça, Francis? Comment as-tu pu rester assise là, et laisser cet enfant nous humilier devant toute la ville? C'était privé. Cette lettre était entre toi et moi. Tu n'avais pas le droit. Pas le droit de la laisser la lire à voix haute comme ça. Je ne te pardonnerai jamais pour ça. Jamais. Elle a raccroché, sans dire au revoir. J'ai supprimé le message vocal, j'ai versé un verre d'eau, je l'ai bu lentement. Ma mère a entendu ses propres mots, lus par l'enfant sur lequel ces mots avaient été écrits. Et sa réponse a été d'être en colère que les gens les aient entendus. Pas honteuse de ce qu'elle avait écrit. En colère, que quelqu'un l'ait lu. Margaret a appelé à 20h. La moitié du comté parle de ce discours. Quelqu'un a posté une vidéo. Une vidéo? Un parent a filmé le tout. C'est sur la page communautaire de l'école. Déjà 400 vues. Je me suis assise, j'ai fermé les yeux. Francis, ça va? Je crois que oui. Stacy a texté à 21h15. J'ai vu la vidéo que quelqu'un a postée. Je suis désolé, Francis. Pour tout. J'ai répondu, merci. Je n'ai pas poursuivi. Les excuses de Stacy avaient 14 ans de retard et étaient livrées par un écran. Je les ai acceptées, de la même manière que j'acceptais les cartes d'anniversaire de Richard. Comme la preuve d'une conscience trop petite, pour changer quoi que ce soit. Richard n'a pas appelé, n'a pas texté. Comme il y a 14 ans. Certaines choses sont constantes. Lily est sortie de la douche en pyjama, les cheveux humides. Elle s'est assise sur le canapé à côté de moi. On va manger une glace? Il est presque 22h. Je sais. Nous avons conduit jusqu'au Dairy Queen, sur la route 7. Nous nous sommes assises sur le capot de ma Honda, sur le parking, avec nos cornets qui dégoulinaient dans la chaleur de juin. Maman. Oui. Je suis contente que tu m'aies choisi. Chaque jour, Lily. Elle a appuyé sa tête contre mon épaule.
Les lumières du parking bourdonnaient. La glace fondait plus vite que nous ne pouvions la manger. Quand nous sommes rentrés à la maison, la boîte à chaussures était toujours sur l'étagère. Mais l'enveloppe était dans la chambre de Lily maintenant. Sur son bureau, à côté de ses cahiers de composition et de son ruban du concours de sciences. Elle l'a gardé. Elle l'a mérité. 3 jours plus tard, samedi matin. Café sur le porche. La maison était silencieuse. Lily dormait encore. Le sommeil profond et paisible, de quelqu'un qui a dit ce qu'il avait à dire, et n'a plus rien apporté. J'étais assise dans le fauteuil, que j'avais acheté à un vide-grenier, l'année où Lily a eu 4 ans. L'osier grince, quand on se penche en arrière. J'ai remplacé le coussin, 2 fois. J'ai pensé aux 14 dernières années. Au dossier en carton sur mon bureau, le jour où j'ai lu l'histoire d'une nouveau-née sans famille. Au berceau que j'ai assemblé seul, avec une vidéo YouTube, et un tournevis légèrement trop petit. Au Noël de macaroni au fromage. À la boîte à chaussures. À la lettre. J'ai pensé à Donna. Pas avec colère. J'étais au-delà de la colère, depuis longtemps. Et pas avec pardon. Je n'y étais pas encore arrivé, et je n'étais pas sûr d'en avoir besoin. Ce que je ressentais, c'était de la clarté. Le genre qui vient, après le passage d'une tempête. Quand vous regardez le jardin, et que vous voyez exactement ce qui est debout, et ce qui est tombé. Ma mère a écrit cette lettre, pour contrôler l'histoire. Pour mettre fin à un chapitre, qu'elle n'approuvait pas. Elle a scellé l'enveloppe, l'a timbrée, l'a mise dans une boîte aux lettres, et a cru que ce serait le mot de la fin. 14 ans plus tard, sa petite fille l'a décellé, et l'a lu dans un micro. Les mêmes mots, des mains différentes, un résultat différent. Je n'ai pas rappelé Donna. Je ne le ferai pas. Pas par vengeance, pas par amertume. Par paix. Il n'y avait plus rien à prouver, et plus rien à demander. Certaines portes se ferment, parce que vous les verrouillez. Certaines portes se ferment, parce que la personne de l'autre côté s'en va. Et certaines portes n'ont jamais été ouvertes, pour commencer. La famille, ce n'est pas qui doit vous aimer. C'est qui choisit de le faire. Lily est descendue à 9 heures. Les cheveux en bataille, les yeux encore à moitié fermés. Brouillé. Brouillé. C'est mon histoire. 14 ans, une lettre, et une fille qui a dit ce que je n'ai jamais pu. Si cela vous a rappelé quelqu'un, qui a cru en vous quand personne d'autre ne le faisait, partagez ceci avec eux. Abonnez-vous, laissez un commentaire, et je vous verrai dans la prochaine histoire.